À Nagasaki, un samouraï fait irruption devant un homme et ses gardes puis assassine l'homme avec ses 2 gardes du corps en pleine nuit. La cible du meurtre, avant de mourir, place une pièce d'or entre ses dents et mord en pièces pour pouvoir être vengé. Le jour suivant, Uzui Yuan va à la rencontre du samouraï qui logeait sous un pont. Son nom est Kurima Raizo du clan Satsuma. Yuan l'informe qu'il enquête sur un meurtre perpétré qui inquiète le voisinage. Raizo lui avoue avoir tué un homme en effet. Ce qu'il a fait contre son gré en suivant les ordres de son clan, car sa cible était quelqu'un de cher pour lui. Il ajoute qu'il va partir, ce qui débarrassera l'endroit de la menace du tueur. Raizo plie ses bagages et poursuit son bonhomme de chemin. En route, il est intercepté par 3 membres de son clan qui le félicitent pour son courage puis soudain ils sortent des pistolets pour tenter de le tuer. Une voix dit à Raizo de sauter du bord du chemin de montagne qu'il empruntait. N'ayant plus d'autre alternative, il s'exécute mais il reçoit une balle. Les 3 tueurs repartent, certains qu'il n'aura pas survécu à sa chute. Mais une fille le sauve. Raizo reprend après connaissance auprès de Yuan et de ses compagnons qui lui ont sauvé la vie. Grâce à l'une d'entre eux maniant des fils grâce auxquels elle l'a rattrapé pour freiner sa chute. Yuan révèle à Raizo qu'il est un homme à tout faire qui travaillait pour celui que Raizo a tué, Hirata Janshin. Ce dernier enquêtait sur un trafic d'opium qu'un membre du clan tramait avec les Anglais. Raizo avait justement reçu l'ordre de tuer Hirata, qui n'était autre que son beau-père et père de sa fiancée Yui, que son clan avait accusé d'être le trafiquant. Yuan fait comprendre à Raizo que le vrai coupable est sûrement celui qui a ordonné la mort de Janshin, à savoir l'intendant des finances Matsumine. Raizo est dépité d'une telle nouvelle, Yuan l'invitait à coopérer avec lui pour faire justice après cette traîtrise. Raizo accepte. Il les guide dans Satsuma et leur indique comment sont organisées les défenses du château pour atteindre Matsumine. Yuan lui demande de se reposer, encore trop blessé pour combattre et il infiltre le château avec ses compagnons. Il met hors d'état de nuire les gardes et tue les proches complices de Matsumine. Yuan, d'obédience chrétienne, prie pour les personnes qu'ils viennent de tuer. Mais Matsumine a fui par un passage secret que Raizo s'est gardé de révéler à Yuan et ses camarades. Il est ainsi parti seul tuer Matsumine qu'il cueille à la sortie du passage secret vers l'extérieur. Yuan et ses compagnons sonnent la cloche de la ville. Yui, entendant le son, se donne la mort. Raizo voulait retourner la voir, mais il la trouve morte chez elle. Raizo rêve des moments d'entraînement passés avec son beau-père, de la nuit où il l'a tué et de la mort de sa femme. Soudain il se réveille dans sa chambre. Yuan se rend dans une église délabrée pour faire son rapport à son supérieur, un prêtre chrétien. Il reçoit toutefois la récompense de leur dernière mission. Le prêtre l'avertit toutefois que les vengeances qu'ils accomplissent ne sauraient impliquer des personnes extérieures, ce qui outrepasserait leur action de punition divine. Yuan va distribuer à ses camarades leur part de rémunération après le travail accompli et laisse une de côté pour Raizo. Mais Suji est contre ce partage car Raizo n'est pas des leurs. C'est ainsi que Nio suggère de tuer Raizo avant que le révérend n'apprenne son implication. Mais Yuan lui répond qu'il est déjà au courant. Ce qui pousse Nio à renforcer sa position et Suji le rejoint sur cette idée. Suji craint les représailles et met en garde Yuan puis part parier, afin de démultiplier sa paye. Murakami fait une visite à domicile à Mana qui est gravement malade. Après son auscultation, Mana demande à Murakami qu'il accomplisse une vengeance pour elle, Inohashi, son mari, s'est joué d'elle et l'a ruinée après leur mariage avec le concours du greffier Tanmokuya. Les 2 criminels n'en sont pas à leur coup d'essai pour piéger des femmes et les forcer ensuite à travailler en tant que prostituées. Elle remet au médecin une pièce d'or avec sa trace dedans, signe de sa volonté à faire appel à ses prestations secrètes de vengeur. Et qu'elle a obtenu avec tout ce qui lui restait d'économie. Elle souhaite être accompagnée lorsqu'elle sera en enfer. Le médecin conclut alors qu'ils auront 2 cibles. Yuan s'entretient avec Raizo, qui broyait du noir. Il lui explique son activité de vengeur à gage au sein du groupe Revengé, accomplissant la vengeance de personnes ne pouvant le faire elles-mêmes. Il lui propose de le rejoindre, ce qui laisse Raizo dubitatif à l'idée de tuer pour de l'argent. Il accompagne toutefois Yuan qui assiste avec Murakami à la veillée funèbre de Mana, qui tenait à ce que tout se fasse dans la plus grande discrétion. Murakami explique à Raizo la difficulté de la vie dans les quartiers de prostitution. Murakami et Yuan lui expliquent que Mana avait tout sacrifié pour se procurer la pièce d'or pour pouvoir assouvir sa vengeance. Il précise qu'elle est la victime de son mari et d'un greffier. Raizo se retire un moment pour faire le point avec lui-même. Raizo accepte de rejoindre les revengés. Murakami révèle ensuite à Raizo son armurerie qu'il cache sous sa clinique et lui offre une paire de bottes qui l'aideront grandement pour la suite. Tanmokuya envoie Inohashi se réfugier à Nagasaki, ayant appris que quelqu'un en a après lui. Cependant, Murakami, armé de son arc et Raizo de son katana, tue Inohashi et son garde du corps. Yuan et Nio pour leur part, tuent Tanmokuya. Nio fait visiter à Raizo le quartier, le port de Dejima, le quartier chinois, le quartier des plaisirs. Raizo aperçoit aussi les bidonvilles sur un flanc de montagne. Plus tard, il assiste à l'arrestation du propriétaire de la boutique Kaoya,
accusé de trafic de drogue par Sakata qui tient le quartier sous son joug. Les badauds s'en vont ensuite, se rappelant de payer la taxe que Sakata impose. Nio explique ensuite que ce marchand a été arrêté pour faire un exemple, même s'il n'est probablement pas coupable. Ensuite, Nio, Murakami et Hana, une jeune employée d'auberge, conduisent Raizo à la chambre occupée par Suji, qu'il devra partager car aucun autre logement n'est disponible pour Raizo. Cela n'enchante pas Suji qui est obligé d'obtempérer. Yuan est convoqué par Isarizawa, policier, qui le reçoit dans une salle de maison close. Il lui parle alors du tueur qui est toujours recherché. Le présumé Raizo. Yuan reste évasif, Isarizawa le met alors en garde contre Sakata, qui aimerait mettre la main sur Raizo afin de gagner du galon. De plus, quelqu'un lui a remis une pièce mordue, Isarizawa compte sur Yuan pour s'en charger. Murakami et Nio rendent visite à l'épouse du propriétaire de Kaoya, vivant en marge des bidonvilles et très malade. Celle-ci dit avoir fait accuser son mari selon les instructions de Murakami afin que celui-ci lui fournisse des médicaments. D'autres personnes pensent que Murakami travaille pour Sakata et ont aussi obéi aux ordres de celui-ci pour obtenir des médicaments. Yuan débriefe ses camarades sur leur nouvelle mission, éliminer Sakata. Suji se propose pour s'en occuper, avec la participation de Raizo. Le soir, il s'infiltre dans la demeure de Sakata et l'élimine avec ses hommes. Murakami demande à Yuan pourquoi il garde Raizo avec lui. Yuan répond qu'il a conscience des risques. Suji constate que Raizo a utilisé toute sa paye de leur dernière mission de revenger afin d'acheter un panneau pour séparer leur espace dans la chambre, afin de ne pas le gêner. Il en déduit que Raizo ne sait pas vraiment gagner sa vie ni gérer son argent et l'incite à se trouver un second métier car leurs missions de vengeurs ne sont pas assez récurrentes pour suffire seul à subsister. Il le propose d'abord en tant qu'assistant de Murakami, sachant lire et écrire. Mais il effraie les patients de celui-ci qui le prennent encore pour un samouraï. Suji lui suggère ensuite de vendre un bol fabriqué par Yuan, activité qu'il exerce en dehors du mercenariat pour laquelle il est reconnu. Sans plus de succès car Raizo doute même d'être capable pour sa part de mener deux métiers en même temps, au vu de la spécificité du travail de vengeur mercenaire. Suji demande à Yuan son aide pour trouver un travail à Raizo, mais ce dernier s'esquive. Il se rend à la chapelle pour y prendre ses nouveaux ordres, châtier un complice de Sakata qui lui fournissait son opium, le gérant de la boutique Azumiya, ainsi que son amante. Cette dernière aurait d'ailleurs vendu à la fille du gérant de Tenman de la drogue en lui faisant croire qu'il s'agissait de médicaments. Yuan ajoute qu'il s'est arrangé avec le propriétaire de la boutique en face d'Azumiya pour observer les lieux plusieurs jours. Suji propose Raizo pour le poste, le plus à même de rester une longue période sans se faire remarquer. Raizo remplace le propriétaire de la boutique, les estampes gants. Les clients sont au début effrayés par son air sévère, il dissuade même un homme de voler un carnet d'estampes. Raizo, voyant quelques dessins, se met à dessiner lui-même, suscitant la curiosité des passants. Quand en fin de pointe le gérant d'Azumiya, ce sont Nio et Murakami qui se chargent de le tuer, tandis que Yuan assassine son amante. Quand revient le propriétaire de la boutique, il remercie Yuan pour son service qui lui a permis de prendre du repos. Il donne à Raizo sa paye et il est interloqué par les dessins de Raizo, d'un style réaliste rappelant davantage les œuvres occidentales. Il pense qu'il conviendrait pour des rouleaux décoratifs et propose à Raizo de les présenter à son éditeur, à la surprise de celui-ci qui ne s'en sent pas digne. Lors d'un festival, Hana ne retrouve plus ses deux amis Belette et Blaireau. Paniquée, elle va en parler à Suji et Raizo. Le lendemain, Suji explique à Raizo qu'il s'agit de deux enfants des montagnes. Elle a fait leur connaissance probablement en se rendant au cimetière dans les hauteurs afin de rendre visite à sa mère. Nio participe à un concours de cerf-volant, Suji a misé son argent sur sa victoire. Dan, chef d'une troupe de cirque donnant notamment des spectacles de bêtes de foire, vient voir Yuan qui assistait au concours de Nio pour lui demander de lui rendre Nio. Yuan refuse, rétorquant que Nio est un être humain et ne s'achète pas. Nio était en bonne position pour gagner mais apercevoir Dan avec Yuan lui cause un trouble et la défaite avec la déconcentration qui va avec. Dan veut ajouter Belette et Béraud à son spectacle, les deux enfants étant blonds aux yeux bleus et les fait enfermer dans un cage avec les autres. Une femme, participant au spectacle, s'occupe d'eux et les incite à la docilité pour éviter toute souffrance inutile. Nio rend visite à Dan et propose de revenir contre une somme d'argent. Après ça, Nio se rend dans la tente où se trouvent les cages et conseille aussi à Belette et Blaireau d'obéir, d'autant qu'ils vivront probablement mieux ici qu'à la montagne. Néanmoins, les deux enfants, terrifiés, préfèrent rentrer. Nio sort alors une pièce de monnaie. Puis de retour, Nio montre à Yuan et l'équipe la pièce mordue, signe d'une nouvelle demande de vengeance. Yuan se doute que Nio a fait mordre les deux jumeaux dans la pièce et demande aussi où Nio a obtenu une telle pièce mais Suji rétorque que jusqu'alors, ils ne sont jamais souciés de la provenance des pièces. Nio tient à se charger d'exécuter cette vengeance. Suji, Raizo et Murakami affrontent trois autres bouffons, dont un cracheur de feu, qui incendie tout le cirque dans le combat. La femme essaie d'éteindre le feu près des cages.
Quand quelqu'un lui donne les clés, qu'elle utilise pour libérer les enfants. Nio propose à Dan de se laisser tuer pour lui appartenir mais l'homme s'y refuse. Nio le tue alors à la place. Le lendemain la femme du cirque et un collègue s'en vont avec les enfants qui étaient en cage. Cherchant un refuge. Belette et Blaireau retrouvent Anna. Nio raconte à Suji avoir fait mordre la pièce aux deux jumeaux afin de gagner de l'argent et de compenser sa perte, lui qui avait tout parié lors du concours de cerf-volant. Suji n'en revient pas de la manœuvre de Nio. Murakami et Yu en discutent. Murakami fait ce travail de vengeur afin de composer avec son passé de criminel et de ses pulsions, mais Nio n'a pas cette perception. Le propriétaire de la boutique Gant encense à nouveau Raizo pour ses dessins, lui disant que ses mains ont un don de Bouddha dont il doit prendre soin. Il lui offre un kit de matériel pour continuer son art, tandis que Raizo continue de ne pas se croire digne de telles considérations. Dans la rue, lui et Suji subissent une agression de 4 hommes qui visaient Raizo. Ils mettent 2 d'entre eux en fuite et Suji reconnaît les 2 restants, Ancho Kumo et Yasu le lanceur de dés dans les salles où il va parier. Ils leur font avouer qu'ils ont été engagés pour la capture de Raizo mais n'en savent guère plus. Yuan est de nouveau convoqué par Isarizawa qui lui renouvelle l'importance de mettre la main sur le tueur de Hirata Janshin, qui serait désormais aussi dans le collimateur des Chinois de Nagasaki. Si les Chinois mettent la main sur le recherché avant lui, il risque de devoir se faire seppuku pour se faire pardonner des magistrats. Il ne peut y aller lui-même car fouiner en tant que policier dans le quartier chinois déclencherait la colère du syndicat commercial. Murakami de son côté se rend dans une boutique du quartier chinois pour faire affaire avec un marchand qu'il connaît bien et le questionne à propos d'un certain samouraï qu'il recherche, proposant son aide. Ces paroles éveillent aussi l'animosité de toutes les personnes présentes. Ce qui pousse Murakami à abandonner et s'en aller. Yuan raconte à ses collègues ce qu'il a appris d'Isarizawa. Raizo décide d'aller lui-même à la rencontre des Chinois, afin de leur demander directement ce qu'ils veulent de lui. Le danger lui importe peu. Sa propre vie ayant perdu toute valeur à ses yeux depuis qu'il a tué Matsumine et poussé indirectement sa fiancée au suicide. Après le départ de Raizo, les autres décident de lui assurer ses arrières car s'il tombe, cela risque de les compromettre également. Yuan envoie Nio le suivre. Raizo arrive ainsi dans le quartier chinois et se fait encercler. Un chef, Maître Liu, le prend de vitesse et l'assomme. Il reprend connaissance attaché dans une cale de bateau où on tente de lui faire avouer où il aurait caché la marchandise après avoir tué Matsumine. Cela fait comprendre à Raizo que Matsumine trafiquait aussi avec les Chinois. Mais Liu doit partir pour une entrevue avec Shishido, du syndicat commercial. Yuan et son équipe vont porter secours à Raizo. Prenant soin de ne tuer aucun Chinois, suivant le précepte de ne jamais tuer sans contrat. Pendant ce temps, Liu s'entretient avec Shishido et voit au loin le grabuge sur l'un de ses navires. Shishido était censé assurer sa protection mais il répond qu'il ne couvre que ses quartiers. Les bateaux ne faisant pas partie de leur accord. Shishido parle alors à Liu des potentiels auteurs de l'attaque, les revenger. Raizo libéré, il explique à Yuan et les autres que les Chinois voulaient lui faire avouer où Matsumine a caché sa marchandise.